Imaginez la scène. Montréal, 1967. Pleine expo. Exactement. Et là, au milieu de toute cette effervescence, il y a cette structure complètement folle qui se dresse sur le fleuve. Habitat 67. On dirait un jeu de construction pour géants. Des boîtes de béton empilées tout croche. C'était ça, la promesse d'une nouvelle façon de vivre. Une maison dans le ciel pour tout le monde. Et pourtant, plus de 50 ans plus tard, nos villes ressemblent pas du tout à ça. Non. La question s'impose, hein. Pourquoi cette vision, qui était si puissante, est restée une simple curiosité architecturale? Les documents qu'on analyse aujourd'hui, de wikiresidence.ca et infodrone.ca, donnent une piste assez claire. Le défi logistique, j'imagine. Colossal. Une usine complète sur le chantier. 354 blocs de 90 tonnes chacun. Les coûts étaient juste astronomiques. D'accord. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que le problème, en fait, c'était pas l'idée de Moshe Safdie. Non, elle était visionnaire. Absolument. C'était les outils des années 60. Le béton lourd, les grues, l'absence de coordination numérique, tout ça a condamné le modèle. À n'être qu'un prototype de luxe, finalement. C'est ça. Et notre analyse aujourd'hui, c'est de voir comment, en 2026, la technologie permet enfin de réaliser cette promesse. Mais d'une façon complètement différente, j'imagine. Radicalement. Plus légère, plus rapide et surtout accessible. On va plonger dans la manière dont le Québec est en train de devenir un leader de cette révolution. Avec une question de fond qui nous touche tous, comment rendre Montréal à la fois plus habitable et plus abordable? C'est l'enjeu. D'accord, alors allons-y. Le premier chapitre, c'est ce que les textes appellent la révolution du béton. On parle d'impression 3D, mais on est loin de la petite imprimante de bureau. Ça se passe maintenant à Montréal. Oui, dans des quartiers comme La Salle, Verdun, le Sud-Ouest. Il y a même un pôle d'expertise montréalais, le regroupement RI3D FRQNT, avec le cégep André Laurando, qui est vraiment à la pointe. Absolument. Et leur approche est très pragmatique, très québécoise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire? Ils n'essayaient pas de faire le gros coup de communication, d'imprimer une maison d'un seul bloc dehors en plein mois de janvier. Non, ce serait un cauchemar logistique. Un cauchemar, oui. Leur grande innovation, c'est l'impression modulaire hors site. D'accord, hors site. En gros, on imprime des sections de murs, bien au chaud dans une usine, avec une précision robotique. Puis, une fois qu'elles sont prêtes, on les transporte et on les assemble sur le chantier. Comme un jeu de construction? Exactement. Attends, mais pourquoi c'est si important de le faire en usine? Ça semble plus compliqué que d'amener l'imprimante directement sur place. C'est une question de contrôle. Ah oui. En usine, tu contrôles la température, l'humidité, des facteurs qui sont cruciaux pour la prise du béton, tu vois. D'accord. Alors que dehors, Dehors, t'es à la merci de la météo. Une averse, une vague de froid, et tout ton processus est compromis. et ça permet aussi de travailler en parallèle, j'imagine. C'est ça. Pendant qu'on prépare les fondations sur le site, l'usine imprime déjà les murs du deuxième étage. C'est un gain de temps énorme. Et on a la preuve que ça marche, que ce n'est pas juste théorique. Oui, le projet Fibonacci, fait en collaboration avec Habitat pour l'Humanité Québec, a montré que ces bâtiments respectent à la lettre les normes très, très strictes du code du bâtiment. D'accord, je vois. Mais le béton reste du béton. Notre climat est rude. Le cycle de gel et dégel, c'est l'ennemi juré de nos infrastructures. Est-ce que ce béton imprimé est vraiment adapté? C'est le nerf de la guerre. Et c'est là qu'intervient l'école de technologie supérieure, l'ETS. Mhm. Ils ont développé une formule spéciale qu'ils ont surnommée le lavacrète. Lavacrète. C'est un béton haute performance. Sa composition est pensée spécifiquement pour résister à nos hivers. Il supporte les cycles de gel-dégel sans créer de micro-fissures. C'est un avantage énorme sur le long terme, mais haute performance. On a déjà entendu ça. Souvent, ça rime avec hors de prix. Est-ce que c'est abordable? C'est une excellente question, et la réponse est un peu contre-intuitive. Ah ouais? Oui, le matériau lui-même est plus cher au kilo, mais l'impact global sur le coût de la construction, c'est une réduction. Ok, alors qu'est-ce que ça change réellement? Les chiffres sont frappants. Premièrement, la rapidité. On parle d'un gain de 35 à 40% sur le temps pour monter la structure. 40%, quand même. Moins de temps de chantier, c'est moins de main-d'œuvre, moins de frais. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, on utilise 25% de matériaux en moins. Comment c'est possible? On fait des murs plus minces. Ça semble risqué. Non, on ne fait pas des murs plus minces, on fait des murs plus intelligents. Plus intelligent. Ça s'appelle l'optimisation topologique. C'est un principe qu'on a volé à la nature. Pensez à un os humain, il n'est pas plein. Non, c'est vrai. Il a une structure interne complexe, dense seulement là où les forces s'appliquent. L'imprimante 3D nous permet de faire exactement la même chose. Donc, au lieu d'un bloc solide, Au lieu de couler un mur plein,
On imprime une structure interne, un peu comme un treillis. C'est tout aussi solide, mais ça utilise beaucoup moins de béton. On met de la matière que là où c'est essentiel. C'est fascinant. On a donc cette coquille avec une sorte de squelette interne. Mais ça, c'est pour la structure. Qu'en est-il de tout ce qu'il y a à l'intérieur? La plomberie, les cuisines? Et c'est là que le modèle devient vraiment puissant. L'impression 3D, ce n'est une pièce du puzzle. Le futur, c'est l'hybride. C'est l'hybride. Imagine le scénario. Pendant que l'imprimante fabrique la structure de l'immeuble, Oui, une autre usine, à des kilomètres de là, construit des modules intérieurs complets. pas juste des murs, là. Non. Une salle de bain entière, avec la douche, la toilette, le carrelage, la plomberie déjà installée, ou une cuisine plug and play, avec les armoires, les comptoirs, tout. Une seconde. On imprime la structure et pendant ce temps, une autre usine construit la cuisine, la salle de bain, puis on vient les plugger dedans comme des blocs Lego. C'est exactement ça. C'est une chaîne de montage pour des immeubles. L'efficacité doit être incroyable. Elle l'est. Dès que la coquille de béton est prête, une grue vient simplement déposer ces modules à leur place. On connecte la plomberie, l'électricité, et c'est terminé. Waouh! Et cette fusion, elle repose sur ce que les sources appellent les 3 piliers de la construction 2.0. D'accord. Le premier, c'est le jumeau numérique, le BIM pour les intimes. Attends, quand on parle d'un jumeau numérique, c'est juste un plan 3D ultra détaillé ou c'est plus que ça? C'est bien plus qu'un plan 3D. C'est une simulation vivante et complète du bâtiment avant même qu'une seule pelle ne touche le sol. Ah oui. On y intègre les plans de l'architecte, de l'ingénieur, du plombier, de l'électricien, tout. Et l'ordinateur analyse tout et détecte les conflits. Du genre. Du genre, attention, le conduit de ventilation que tu as prévu passe exactement au milieu de la poutre de soutien principale. Ah, le genre d'erreur qu'on découvre sur le chantier et qui coûte une fortune. Exactement. Là, on corrige ça en quelques clics, des mois à l'avance. On élimine le fameux « on arrangera ça sur place D'accord. Le deuxième pilier, c'est l'IA physique. Ça sonne très science-fiction. ». Ça l'est un peu, mais c'est une réalité. Et Montréal est une plaque tournante mondiale dans ce domaine. Avec des entreprises comme Vention, c'est ça? Précisément. Dans les usines qui fabriquent les modules, on utilise des cobots, des robots collaboratifs. Ok. Ce qui est révolutionnaire, c'est leur flexibilité. Grâce à l'IA, on peut reprogrammer une ligne d'assemblage en quelques heures. Un jour, les cobots assemblent des modules pour un studio. Le lendemain, ils fabriquent ceux d'un grand 5,5. C'est la fin de la production de masse uniforme. On peut faire du sur-mesure à l'échelle industrielle. Et ça soulève une question. Qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs de la construction? Est-ce que le cobot remplace l'ébéniste ou le plombier? C'est la grande crainte, mais le modèle est collaboratif. Le cobot fait les tâches répétitives, lourdes ou dangereuses. Il soulève une paroi, la maintient en place avec une précision millimétrique. Pendant que l'humain s'occupe de la finition. C'est ça. Des connexions complexes, du contrôle qualité. L'humain devient un superviseur de robots. Son travail est moins pénible et plus axé sur l'expertise. Intéressant. Et le troisième pilier, ça touche aux matériaux. On a parlé du béton, mais il n'y a pas que ça. Non, et c'est peut-être là qu'on trouve une des plus grandes surprises, le bois massif, le CLT, Du bois. pour des immeubles. C'est un bois d'ingénierie fait de couches croisées collées ensemble. Ses propriétés sont incroyables. Il nous permet de construire des tours modulaires qui peuvent atteindre 18 étages. Un immeuble de 18 étages en bois, Spontanément, je pense au risque d'incendie. c'est le réflexe de tout le monde, mais c'est une idée reçue. Ah oui? Le bois massif se consume très lentement, de manière prévisible. En cas d'incendie, il forme une couche de charbon en surface qui protège le cœur de la structure. Il garde son intégrité bien plus longtemps que l'acier, qui, lui, se déforme avec la chaleur. D'accord. Mais au-delà de ça, le CLT a 2 avantages énormes. D'abord, son empreinte carbone est négative. L'arbre a stocké du carbone toute sa vie. Voilà. Et ensuite, et ça nous ramène à Habitat 67, il est beaucoup plus léger que le béton. Ah, donc plus facile à transporter et à soulever. Moins lourd à transporter, moins lourd à soulever. On peut utiliser des grues plus petites, les fondations sont moins massives. La boucle est bouclée. Ok, donc on a une coquille imprimée, des modules construits par des robots, on a assemblé la maison plus vite, plus intelligemment, mais une fois qu'on ferme la porte, est-ce que ça change quelque chose à notre quotidien? Non. Les sources parlent de bâtiments cognitifs. J'ai des lumières intelligentes chez moi, c'est juste une version améliorée de ça? Pas tout à fait. La différence est philosophique. Philosophique. Oui, la maison connectée d'aujourd'hui, c'est une collection de gadgets qu'on ajoute après coup. Une ampoule de marque X, une serrure de marque Y. Puis on passe notre temps à essayer de les faire communiquer. Souvent sans succès. Exactement.
Le bâtiment cognitif, c'est une approche où la technologie n'est pas un ajout, mais l'infrastructure de base du bâtiment. C'est natif. C'est le système nerveux du bâtiment en quelque sorte, ça fait partie de son squelette. C'est la parfaite analogie. On peut même parler du hardware et du software. D'accord. Le hardware, c'est que les murs imprimés en 3D intègrent dès le départ des cavités techniques optimisées. Des chemins de câbles, des conduits. C'est ça. Le mur n'est plus une barrière inerte, c'est une plateforme de service, prête à évoluer. Et le software, c'est ce qui règle mon problème de compatibilité entre tous mes appareils. Exactement. La solution s'appelle le protocole Mater. Mater. C'est un nouveau standard universel, une langue commune que tous les objets connectés pourront parler. Peu importe la marque de ta clim, de tes stores ou de ton frigo, s'ils sont compatibles Mater, ils peuvent se parler sans friction. Plus besoin de 10 applications différentes. C'est la fin des jardins fermés d'Apple, Google ou Amazon. Une promesse de simplicité. Et concrètement, ça donne quoi? L'exemple qui m'a le plus marqué dans les textes, c'est celui de la maintenance prédictive. Ça parle à n'importe qui a déjà eu un des cadeaux. Ah oui, c'est l'application la plus spectaculaire. Imagine une micro-fuite derrière un mur. Aujourd'hui, tu la découvres quand la peinture cloque et que les dégâts sont déjà là. C'est ça. Dans le bâtiment cognitif, un capteur détecte une anomalie infime. Le système t'envoie pas juste une alerte. Il utilise le jumeau numérique du bâtiment. Le même modèle 3D qui a servi à la construction. Le même. Il envoie une notification au plombier avec une carte en réalité augmentée qui lui montre précisément où se trouve la fuite, à l'intérieur du mur. Le plombier arrive, il sait exactement où percer, un petit trou, et répare, et c'est fini. C'est ça. Ça m'aurait évité de refaire la moitié de mon plafond l'an dernier. On passe d'une maintenance réactive et destructrice à quelque chose de prédictif. Chirurgical. C'est un changement de paradigme complet. Bon, tout ça est impressionnant. Presque trop beau pour être vrai. Pour garder les pieds sur terre, les documents proposent une comparaison entre ce qui est crédible pour 2026 et ce qui relève du fantasme. Démêlons ça. C'est une excellente façon de pas s'emballer. Prenons l'énergie. Oui. Le fantasme, c'est la maison 100% autonome, déconnectée du réseau, genre colonie sur Mars. D'accord, on oublie ça. La réalité crédible de 2026, c'est une optimisation par IA qui dialogue avec le réseau d'Hydro-Québec. Le système va choisir de recharger la voiture électrique quand l'électricité est la moins chère. Pour la sécurité, j'imagine qu'on oublie les robots sentinelles armés qui patrouillent dans le salon, non? On oublie les robots, heureusement. La réalité est moins spectaculaire, mais bien plus utile. Des capteurs intelligents qui détectent la fumée, mais aussi les fuites de gaz ou d'eau. Et qui coupent l'arrivée principale si besoin. Automatiquement, pour prévenir le sinistre avant qu'il commence. Et pour l'entretien, on en a un peu parlé, la maison ne se répare pas toute seule par magie. Non, pas encore. Mais le jumeau numérique, en plus de guider le réparateur, gère automatiquement les garanties de tous les composants de la maison. Ah ouais. Il sait que la pompe de ton chauffage est garantie 5 ans, il envoie une alerte de maintenance avant, et si elle brise, il lance lui-même la réclamation. La fin de la paperasse. C'est ça. Il y a une dernière comparaison que je trouve fascinante. Les murs qui changent de forme à volonté. Ça, c'est de la science-fiction. Hein. Clairement. Par contre, le béton auto-cicatrisant, ça, c'est crédible. C'est fou comme concept. C'est de la bio-ingénierie appliquée à la construction. L'idée, c'est d'intégrer dans le béton des microcapsules avec des bactéries. Des bactéries? Oui. Tant que le béton est intact, elles dorment. Mais si une micro-fissure se forme, les capsules se brisent, l'eau s'infiltre, les bactéries se réveillent et leurs déchets métaboliques, c'est du calcaire. Qui vient combler la fissure de l'intérieur. Comme si le bâtiment avait son propre système immunitaire. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie point de guise? Le grand portrait de cette habitation 2.0. Pour moi, le constat le plus fort, c'est que ce n'est pas un futur lointain. Non, c'est maintenant. C'est une réalité qui se construit brique par brique, ou plutôt couche de béton par couche de béton. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Ce qui est frappant, c'est que plus l'innovation devient puissante, plus elle tend à devenir invisible. Elle s'intègre dans les murs, dans les fondations, au service de notre confort, de notre sécurité, sans qu'on ait besoin d'y penser. On passe de la haute couture architecturale d'Habitat 67 Le grand geste spectaculaire, visible. à une gestion intelligente et fluide du quotidien. La technologie n'est plus l'objectif, elle est l'outil discret qui nous facilite la vie. Et pour finir, les sources nous laissent avec une pensée presque provocatrice. Ah oui, hein? Elles suggèrent que dès la fin 2026, avec la prochaine génération de lunettes à intelligence augmentée, on pourra piloter tout cet environnement d'un simple regard. Ajuster la lumière, changer la musique. Tout ça par le mouvement des yeux. L'interface entre nous et notre maison deviendrait totalement fluide, presque intuitive. Et ça, ça laisse une question en suspens pour la réflexion.
Au moment où cette interface devient si directe, quasi télépathique, qu'est-ce que ça change dans notre relation fondamentale, intime, à cet espace qu'on appelle chez nous?